La fin d'année approche et déjà, on vous propose le 102e épisode des Technos. Cette fin d'année, on fera une petite pause entre Noël et Nouvel An. Comme ça, vous voilà déjà avertis. Il faudra faire sans nous, mais à mon avis, vous aurez de quoi vous occuper pendant cette période-là. Je me doute qu'il doit y avoir des choses prévues entre Noël et Nouvel An. Donc nous ne serons pas là, mais on vous rejoindra bien entendu dès la rentrée. Et d'ici là, bien entendu, il reste encore quelques épisodes à se mettre dans les oreilles. Celui-ci, en l'occurrence, le 102e, va se réaliser avec Xavier. Salut Xavier. Salut. Et puis de l'autre côté, là-bas, tout au bout, près du Luxembourg, au Luxembourg même, je serais tenté de dire, c'est Bruno que nous retrouvons cette semaine une fois de plus. On va passer en revue leur actualité technologique à eux, celle qui les a un petit peu titillés. Alors on sait, traditionnellement, au mois de décembre, en général, les choses se calment un petit peu, côté news technologique. Quoique, de temps en temps, on peut avoir des surprises. On va peut-être commencer d'abord avec le courrier des auditeurs, si vous le voulez bien. On a parlé de plein de choses ces derniers temps. On a fait plein de numéros, on a fait plein de hors-séries. Le dernier hors-série en date concernait ces inventions tirées de films, non, pas de films, de livres et de BD. Les films, on les a fait il y a quelques semaines maintenant. Il y a eu un commentaire, Xavier, un commentaire perso, pour le coup. Effectivement, voilà. C'est passé un peu inaperçu pour les autres, mais chez toi pas. C'est un de mes amis, François, à qui je fais coucou, qui corrige, puisque aux alentours de la 3e minute, on précise que le film du voyage dans la Lune, c'est les Frères Lumière qui l'avaient fait, et il corrige en disant que c'est Georges Méliès, effectivement, qui a réalisé ce film. Donc, c'est de la faute à Bruno. C'est ma faute. Oui. Non, on s'emballe, et c'est vrai que bon, on est à peu près sur les mêmes périodes, si je dis pas de bêtises une fois de plus, et qu'on peut confondre comme ça. Mais merci de nous avoir rectifié, et mea culpa. On a peut-être dit d'autres bêtises aussi, n'hésitez pas à nous reprendre. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois, et ce sera pas la dernière non plus d'ailleurs. On peut se tromper de temps en temps, on peut être un petit peu dans un moment de fougue, se lancer comme ça des trucs, et puis complètement passer à côté de l'essentiel, de ce qui est vrai en l'occurrence. Voilà pour le courrier des auditeurs. Je passe aussi sur les merci, les bravos, les félicitations, etc. Nous, on les reçoit, on les voit, on les lit et on est toujours contents. Et on les apprécie, effectivement. Merci à vous aussi, merci pour les pouces levés aussi au passage. On peut attaquer, si vous le voulez bien, l'abécédaire de la semaine avec, comme d'habitude, la lettre A. A comme abonnement. Tiens, ça c'est nouveau. Bruno, on va parler de cette app. C'est un peu c'est un peu le Netflix des applications Mac qui arrive prochainement en fait. Oui, en fait, ils veulent le devenir, c'est clair. Donc c'est sur une application sur Mac, un service d'abonnement mensuel qui va permettre en fait d'avoir accès à, au début en tout cas, une 50aine d'applications sous abonnement. L'abonnement il va être prévu à moins de $10. Donc on imagine que ça pourra être disponible à moins de 10 € aussi, j'espère bien. Et le premier mois sera gratuit, mais donc on aura accès à des applications dans leur dernière version, non bridées, donc pas de publicité, rien du tout. Voilà, on ne sait pas encore exactement quelles applications vont être disponibles, mais c'est une bonne initiative et qui probablement, si elle a du succès, va apporter pas mal d'applications qu'on veut pouvoir utiliser de manière ponctuelle, qu'on ne veut pas forcément acheter, et donc on s'abonne à ce service, cette app, et non, c'est pas cette app, mais c'est cette app, puisque c'est précisé. Oui, c'est que ça reste une application qui en fait englobe d'autres applications effectivement, et donc on pourra utiliser ces programmes-là pendant un mois, puis après se désabonner si on n'a plus envie. Un peu comme à la Netflix, on regarde une série, on la regarde plus. Voilà, peut-être encore un peu plus proche de ce que propose Adobe avec sa suite Creative Cloud, en quelque sorte. C'est un peu le même esprit. Juste à un autre tarif, c'est clair. Oui, lui aussi. Donc, mais oui, c'est la même chose. Donc, je pense qu'on va aller de plus en plus vers ce modèle-là pour permettre justement la démocratisation de certaines applications. Et puis après, probablement que les éditeurs feront des versions pro, on va dire, ou des versions plus complètes à l'achat ou à un abonnement séparé. Mais
voilà, pour se faire connaître aussi comme petit développeur ou petite société qui développe des logiciels. Souvent, on se noie dans le Mac App Store, ou dans l'App Store, dans l'Android Store, ou Google Play, ou peu importe comment on les appelle. On se noie dans la masse et des milliers, des centaines de milliers d'applications. Là, c'est peut-être le moyen de sortir du lot aussi pour les petits développeurs qui sont dans leur garage. Pour l'utilisateur, c'est aussi l'occasion de tester peut-être des applications, parce que bon, voilà, on prend juste un abonnement d'1 mois avec 10 €, je teste quelques applications et je verrai après si je les achète ou pas, ou si je relance, si je continue la location, parce que de toute façon ces applications seront fonctionnelles et restent fonctionnelles tout le temps de la location. C'est une bonne idée, on avait déjà parlé ici, on l'avait déjà évoqué et les années précédentes également. C'est souvent dans le monde, enfin c'est essentiellement dans le monde Mac que cela se passe. Ce sont des packages de fin d'année où on vous offre, alors j'ai pas les noms en tête, mais X applications pour un prix vraiment super modique. Alors toujours des applications fonctionnelles, souvent c'est parce que la nouvelle version va s'en venir dans le courant de l'année suivante, etc., qui permettent comme ça d'un petit peu brader les prix, une espèce de solde entre guillemets sur les applications. Ça aussi, c'est peut-être un bon plan en fin d'année pour faire un cadeau de geek à un geek, par exemple. Pourquoi pas, hein, finalement. C'est une bonne idée. Donc ça s'appelle NetApp. Mais merci beaucoup Bruno pour cette info. On passe à Xavier et à la lettre A toujours, mais cette fois comme Amazon, Xavier. Effectivement, Amazon a lancé un nouveau concept. En fait, j'ai vu un teaser qui dit que Amazon vous propose de faire vos courses sans payer. C'est pas tout à fait exact. En fait, ce qu'il vous propose, c'est de faire vos courses et de ressortir du magasin sans aller aux caisses. Oui. Donc, alors ça, c'est une info. Alors, très honnêtement, il faut être très clair là-dessus. Toute la presse classique, on va dire, les journaux télévisés, la presse écrite, s'est jetée dessus comme un seul homme. C'est marrant, hein ? Effectivement, c'est un peu révolutionnaire. Ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans le magasin, vous prenez ce que vous avez besoin, vous le remettez si tout compte fait, vous changez d'avis, et puis vous repartez, tout simplement. Merci, au revoir. Vous servez et vous repartez. Alors comment ça marche ? Évidemment, c'est pas encore faisable dans tous les magasins. Amazon a déployé un premier magasin, donc le principe s'appelle Amazon Go, et vous allez vous servir dans un magasin qui est bardé de capteurs, de senseurs, donc d'un processus d'intelligence donc, qui va apprendre au fur et à mesure selon les mouvements, les interventions des personnes. Et puis, vous allez sortir. Et quand vous êtes sorti, de nouveau par un système de capteurs, le système va vous envoyer sur une application la liste de vos courses et vous allez payer via votre compte Amazon, tout simplement. Alors, ça doit être super pointu parce que moi, quand je suis dans un magasin, je sais pas vous, mais je prends des trucs, je lis l'étiquette, je le remets à sa place. Des fois, je le remets pas exactement à sa place, d'ailleurs. Voilà. Donc, il faut quand même que ce système soit suffisamment pointu et ne commence pas à facturer des trucs qu'on n'a pas pris, quoi. Alors, effectivement, donc dans la démo, on voit clairement ce processus de quelqu'un qui prend quelque chose, qui le met dans son sac, qui change d'avis et qui le remet. Donc, c'est apparemment prévu. Sur la vidéo de teaser, en tout cas, ça a l'air de marcher pas mal. Mais ce n'est accessible actuellement que dans un seul magasin à Seattle, si je ne me trompe pas. Il est prévu qu'ils ouvrent, toujours aux États-Unis, 2000 magasins si l'expérience est positive. Hein. Donc, il y a quand même une idée commerciale derrière pour aller un pas, enfin même plus qu'un pas plus loin. Oui, alors c'est tout un concept. En fait, il ne s'agit pas seulement d'une révolution en termes de technologie, mais c'est aussi un positionnement d'Amazon qui est un peu nouveau, puisque ici, on passe sur de la vente directe avec le consommateur, mais avec un contact avec le consommateur en direct, puisque avant c'était de la vente en ligne. Ici, ils trouvent un moyen de commercialiser des choses sur lesquelles ils ont des marges beaucoup plus faibles que les produits qu'on peut acheter sur Amazon, puisqu'ici il s'agit des produits du quotidien, mais c'est peut-être un moyen de les convertir ensuite via le compte Amazon sur des achats en ligne où la marge est plus importante. C'est pas bien pour les caissières, hein. Mais j'entendais certains spécialistes qui disaient, alors il y avait deux sons de cloche. Le premier son de cloche, celui qui revient le plus régulièrement, c'est oui, pourquoi pas, mais à ce moment-là, on va utiliser le personnel existant et le requalifier, entre guillemets, pour donner un coup de main aux acheteurs, pour les documenter, les renseigner, etc. C'est un vœu pieux, hein, je pense. Oui, parce que ça n'a pas l'air compliqué à utiliser. Voilà, c'est pas pour apprendre aux gens à l'utiliser, c'est pour renseigner les gens sur les produits. Un truc que plus personne ne fait. Hein. Je veux dire, demander à quelqu'un dans un magasin qu'est-ce qu'il y a dans ce produit-là, personne ne sait
accès et encore moins le personnel du magasin. Donc, ce serait peut-être pas mal, effectivement, à ce moment-là, de proposer des jobs à des gens qui ont envie d'aider et envie de renseigner les gens dans les magasins. Ça pourrait être un plus. Moi, j'ai un gros doute là-dessus. Je pense qu'il n'y aura pas de personnel dans ces magasins. D'ailleurs, je pense que les rayons eux-mêmes sont réachalandés par des robots, je pense. Je ne m'avancerai pas là-dessus, j'ai pas vu l'info. Mais donc voilà. Je sais pas ce qu'en pense Bruno de ce genre de système full automatique en fait. Hein. C'est encore plus rapide que la caisse express de nos grandes surfaces actuelles. Il y avait eu des essais similaires déjà en Belgique où on scannait ces produits soi-même, on passait quasi... C'est plus que des essais, c'est effectif. C'était vraiment effectif. Oui, ça l'est. Ça l'est toujours. Je sais pas. Je ne vis plus en Belgique, donc j'ai effectif. Non, je te garantis. Là, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc là, c'est déjà un peu... Ou alors les caisses rapides qu'on connaît tous maintenant, où il y a vraiment juste une personne qui veille à ce que tout se passe bien, que les gens scannent bien tous les éléments. Donc voilà, on veut aller sur la rapidité et là clairement on va perdre moins de temps aux caisses. Oui, si on peut réutiliser le personnel autrement, pourquoi pas, mais effectivement j'ai un doute aussi sur ce fait-là. Oui. Enfin bon, on verra bien, hein. On va pas directement tirer des conclusions hâtives sans savoir. En tout cas, bon, voilà, l'expérience elle mérite d'exister, encore un rôle dans lequel Amazon excelle, hein, toujours à faire avancer comme ça des concepts. On reste toujours et encore à la lettre A, rapidement pour le coup, avec assistants, tous ces fameux assistants, vous savez, on a déjà parlé plein de fois ici, Bruno, que ce soit Siri, Alexa, Google. Quelqu'un s'est amusé à faire une expérience qui sort un petit peu de l'ordinaire, il faut le reconnaître, mais il fallait s'y attendre, il fallait que quelqu'un le fasse. Oui, c'est une petite brève, c'est juste une vidéo donc, qui est passée sur le réseau. Quelqu'un a non sans mal, hein. Oui. Il a après montré comment il a procédé, s'est amusé donc à faire discuter Siri, Alexa et Google Home, donc les trois grands dont on a déjà parlé en long et en large, et de faire que, en fait, elles se parlent en boucle. Les assistants se parlent en boucle. On mettra le lien évidemment Siri sur le blog. Parle à Alexa, Alexa parle à Google Home, Google Home parle à Siri, et on continue. Donc, et ça n'arrête pas. Ils disent tout le temps la même chose, bien entendu. Mais bon, l'exploit était de vraiment trouver les phrases clés qui permettent en fait de rester dans cette boucle-là. C'est marrant à regarder. On mettra le lien. Ça part avec un rendez-vous dans Google Agenda, je pense, et dans lequel il y a le mot Alexa, et donc Alexa répond, et c'est assez bien foutu. Il fallait y penser. Ça n'a pas dû être facile à régler, hein, cette affaire-là, mais la vidéo est tout à fait cocasse et ça dure. Hein. C'est assez. J'ai pas vu, mais ça doit être c'est vraiment rigolo. Et les outtakes, donc les failles qu'il y a eu sont tout aussi marrants parce que en fait Siri répond ou l'inverse, Alexa répond à Siri d'une manière complètement inattendue et la boucle s'arrête à un certain moment. Oui, c'est ça. De temps en temps, la boucle est trompée par une erreur, d'interprétation. J'ai lu peut-être une info à valider nouveau. Est-ce que le mec, quand il a fait ça, il n'était pas bourré? Je crois que non, ça c'était juste... Non, c'est le titre qui dit c'est comme beaucoup de titres commencent comme ça, ivre, il, machin, etc. Mais je croyais qu'il avait eu l'idée quand il était bourré. Non, il n'y a pas besoin d'être bourré pour ça. On peut, mais c'est très drôle comme ça. C'est déjà assez drôle comme ça, ouais, effectivement. Donc c'était bien de le signaler ici, effectivement. On l'avait tous vu passer cette petite brève, et bien entendu, cette vidéo est disponible sur le blog lestechno.be. On vous laissera le lien, évidemment, comme toutes les sources d'ailleurs, hein, de choses dont on vous parle dans ce podcast. Systématiquement, on laisse les liens. Comme ça vous permet de vous aussi aller vous documenter et éventuellement nous corriger quand on dit des bêtises. On passe directement d'un seul, par exemple, à la lettre E comme espace. L'espace, Xavier, qui sera bientôt habité. Habité, c'est un grand mot, mais qui sera en tout cas occupé par un véhicule Audi. Un véhicule Audi électrique. Alors c'est un peu cocasse, mais ça se fait dans le cadre de la compétition Google Lunar X Prize, qui vise à envoyer un robot destiné à explorer la Lune, où le groupe Audi a proposé d'aider et de mettre à contribution son savoir-faire pour développer le robot.
Le robot va s'appeler Audi Lunar Quattro parce qu'il est équipé de 4 roues qui seront alimentées par des moteurs, eux-mêmes alimentés par un panneau solaire qui sera orientable pour profiter au maximum de la lumière. Le véhicule pourra s'élever à une vitesse de 3,6 km/h, un peu moins que la Tesla. Avec de très belles accélérations. Voilà. Et le véhicule sera particulièrement adapté évidemment pour se mouvoir sur un sol qui est accidenté et sera équipé de caméras dont deux qui seront stéréoscopiques et qui permettront donc d'analyser les obstacles ou les matériaux qui seront rencontrés de manière un petit peu plus détaillée. C'est amusant, enfin, ça paraît comme ça quand on le dit, ça paraît super simple, envoyer un véhicule sur la Lune. Moi, j'avais vu un documentaire il y a quelques années maintenant concernant les expériences de l'ex-URSS qui a envoyé des robots sur la Lune. Ça, peu de gens le savent parce que c'était classifié jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, jusqu'à il y a une dizaine d'années à peu près. Et ils ont d'ailleurs, un des ingénieurs qui a conçu ces fameux robots qui ont été sur la Lune a été rappelé beaucoup d'années plus tard, parce que c'est lui qui a amené les robots qui ont été à Tchernobyl faire les dégagements de la zone qui avait été endommagée. Et quand on voit la technologie qu'il a fallu, enfin l'ingéniosité qu'il a fallu pour créer ces robots, pour aller sur une planète où quand même il y a des différences de température entre le soleil et la nuit, enfin le jour et la nuit lunaire, avec des différences de température extraordinaires, le fait qu'il fallait que ce robot s'alimente, donc il y ait des panneaux solaires qui soient ouverts pendant la journée, sans pour autant, enfin c'était tout un système assez complexe. Et ici, on nous dit oh bon, on va envoyer une voiture électrique sur la Lune, les gars. Voilà, comme si c'était simple. Et quand on voit l'appareil, c'est vraiment. C'est une boîte à chaussures avec 2 roues, avec 3 roues, 4 roues. Mais ça a l'air tout simple, effectivement. Moi, je pense que ça n'est pas tant que ça. Enfin, on verra bien ce que ça va donner. C'est juste pour la blague, pour envoyer des saloperies sur notre satellite. Ça, c'est pas fort intéressant et c'est pas fort intelligent. J'espère que ça va fonctionner et que ça apportera au moins quelque chose, parce que là, très honnêtement, vu comme ça me paraît très très. Voilà. Mais c'est dans un but scientifique, évidemment. J'espère bien, et pas uniquement publicitaire. En tout cas, parce que bon, pour des raisons publicité, on peut faire des trucs. On en était à la lettre E comme espace, on passe à la lettre G, Bruno, pour parler de Google App Maker. Donc c'est une application qui permet de créer d'autres applications assez facilement, puisque c'est ouvert à tout le monde. Oui, c'est une nouvelle application donc, de Google qui fait partie de la G Suite. Donc c'est le package d'applications Google donc, qui anciennement s'appelait Google Apps, qui est disponible donc pour à peu près 40 € par an par utilisateur, donc disponible pour les professionnels. Donc l'idée ici, c'est sans avoir besoin de connaître de la programmation, du code, de faire des applications Android qui quand même sont assez complexes pour pouvoir être utilisé dans le monde professionnel. Par contre, par exemple, avec des requêtes sur des bases de données, mais intégrant aussi, par exemple, Google Maps ou Google Contacts directement, mais tout ça avec une interface utilisateur très très simple d'utilisation, donc du what you see is what you get. Donc, on pourra donc bouger les objets, assigner ces objets à une table dans une base de données, etc., de manière très très simple, sans toucher à du code. Donc pour les agences, pour des sociétés qui ont besoin d'une petite application sans devoir investir beaucoup dans le développement, parce que quand on développe une application de zéro, bon, bien entendu, les développeurs ont leur librairie, leurs habitudes, mais ça coûte toujours beaucoup d'argent de développer. Et ici, n'importe qui avec un sens pour la logique et un sens d'organisation peut faire une application assez intéressante pour des petits besoins. Donc là, effectivement, on pense aux agences directement qui pourront faire des applications pour leurs clients à moindre coût. Voilà. Donc à tester, je l'ai pas encore vraiment testé. Elle est gratuite, cette appli? Non. Elle fait partie du bundle G Suite, donc à 40 € par utilisateur par an. Donc c'est pas quand même, c'est pas cher, mais c'est Google même qui sort cette application.
on connaît des équivalents d'autres éditeurs, mais là, comme c'est Google même, ça a toujours l'avantage que c'est quelque chose qui va de toute façon être bien accepté par la communauté, bien accepté par Google, et surtout intégrer les services Google. C'est ce qu'à la base on veut quand on profite déjà de ces applications Google. On est dans l'écosystème Google, Android, et comme c'est un service cloud, il pourrait être disponible en fait de n'importe quel navigateur web. Donc pas besoin d'installer un programme, ça c'est quelque chose vraiment dans un browser. Donc aussi par exemple sur les Chromebooks ou donc Windows, Mac, Linux, voilà, tous les systèmes d'opération seront automatiquement supportés. Il faudra voir quelles sont les limitations aussi de la qualité du code et des limitations qui sont fixées par ce principe déjà de créer des applications sans pisser du code. Tu vois, Xavier, ça crée forcément des limites. Mais il y a certainement des limites, notamment en termes de connexion, utilisateur, etc. Mais c'est pas, je pense que ça va arriver de plus en plus, ce genre d'aide à la programmation. On voit déjà des softs qui aident des enfants à programmer. Mais là, on est plus dans l'idée de quelque chose de ludique qui permet de mettre le doigt dans quelque chose de neuf et pour un petit peu inciter les enfants à tester. Oui, mais il y a déjà des langages de programmation qui utilisaient des espèces de pièces de puzzle. Où on disait voilà, ici il y a une boucle, ici, donc on faisait glisser simplement le code. Donc l'idée n'est pas tout à fait neuve, mais je trouve ça très bien. À tester, évidemment. Hein, si tu nous feras une petite app, juste pour rire. Bien sûr, on va tester ça, bien entendu. Voilà, donc Google App Maker pour ceux qui ont envie de développer sans avoir nécessairement toutes les connaissances pour le faire. P. On est à la lettre P, si vous le voulez bien. Alors là, oui, ça, c'est un peu l'annonce de la semaine, je serais tenté de dire, qui a choqué Xavier. Il était déçu de chez déçu. Et puis Bruno, il a pris cette information à bras-le-corps. C'est Pebble qui va devenir Fitbit, quelque part, qui est racheté par Fitbit, c'est ça, Bruno? Oui, j'ai un petit freeze sur l'écran, donc j'espère que vous me voyez toujours. Problème technique, donc ça va, ça rebouge, très bien. Je trop parlé de Google, à mon avis, il y a des hackers qui sont venus hacker mon système. Non, Pebble, oui, la grande news effectivement cette semaine, je dirais, un peu calme, mais là, Pebble, du coup, c'était quand même un petit peu un choc pour tous les fans de cette marque, moi y compris. Pebble, pour le rappel, donc c'est une société qui était parmi les premières à lancer le concept de smartwatch sur Kickstarter, qu'on connaît très bien. C'était en 2012. Et donc, leur idée, c'était de faire une montre connectée sur base d'écran e-paper, donc e-ink, donc basse consommation d'énergie. C'était toujours été le fort des Pebble. En gros, une charge de Pebble durait une semaine, voire 10 jours, donc rien à voir avec ce que propose Apple ou autres concurrents de nos jours même. Donc, il y a eu différents produits que la marque a lancés. Donc, la première Pebble. Après, il y a eu la Pebble Time. Il y a eu une deuxième Pebble, etc., etc. Donc, des versions couleurs également. Différentes campagnes Kickstarter pour épauler tous ces projets-là. Levée de fonds à gauche, levée de fonds à droite. Donc, ils avaient commencé par lever un premier levée de fonds d'une quinzaine de millions de dollars. Et puis, ils sont passés après une deuxième levée de fonds dans les 36 millions de dollars, si ma mémoire est bonne. Ils sont passés à plus d'une centaine d'employés assez rapidement pour créer tout cet écosystème. Donc il y avait un écosystème derrière qui permettait donc, comme pour les smartwatches qu'on connaît tous, d'installer des applications, des watch face différentes, etc. Sur la dernière campagne Kickstarter qui est toujours encore en cours, parce que en fait tous les produits n'ont pas été livrés. Ils avaient donc aussi introduit la couleur effectivement entre temps, et ils avaient même lancé l'idée d'un nouveau produit donc qui était complètement indépendant du téléphone ou d'une montre pour sportifs, et je pense que c'est justement là que ça a commencé à intéresser Fitbit, entre autres aussi
Pebble a commencé à avoir des soucis financiers, plusieurs reprises. Donc en mai, ils ont commencé à licencier quand même pas mal de monde parce que probablement ils n'avaient pas le succès espéré par rapport aux investisseurs. C'est clair que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais ils ont annoncé comme ça du jour au lendemain, voilà, Fitbit rachète Pebble. Les employés de Pebble vont rejoindre l'équipe de Fitbit. Pebble ferme, on ne produit plus d'appareils et la garantie ne sera plus assurée. C'est incroyable. Hein. Donc, du jour au lendemain. Les backers seront remboursés pour certains produits, etc. Pour certains produits, oui, ils ont annoncé que ceux qui n'ont pas été livrés jusqu'à présent vont être remboursés. Et ceux qui ont déjà reçu leur Pebble, ou tous ceux qui ont d'autres Pebble, là, moi y compris, je les ai tous eus, vont voir un jour ou l'autre tout le support s'éteindre derrière, donc plus de serveurs derrière avec toutes les applications. Donc voilà, c'est un produit mort. Voilà, mort. Et surtout ceux qui ont maintenant ont reçu les nouvelles montres, là avec l'annonce sont un petit peu déçus et sont vraiment même très 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 fâchés envers Pebble, bien entendu, parce que ils auraient pu au moins terminer la campagne ou le faire avant. Donc, on pourrait être aussi fâché vis-à-vis de Fitbit, hein, finalement, parce que Pebble, c'est de l'ordre du passé. Du coup, mais par contre, Fitbit, eux, ils vont récupérer de l'ingénierie, des techniciens, des développeurs. Est-ce qu'il y a quand même pas, là, je vous pose la question, je ne sais pas si on a l'info ou pas. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite chance, l'ombre d'une chance pour que une partie de ce qui existe, c'est-à-dire des applications, etc., soit récupérée quand même à terme par Fitbit sur un nouveau modèle à créer, peut-être, ou possible ou pas? C'est possible qu'ils fassent un SDK qui soit compatible ou rétro-compatible. Est-ce que ce sera leur volonté? C'est autre chose. Parce que l'annonce est violente, hein, quand même. C'est vraiment, on ferme quoi. Moi, ça m'étonnerait qu'ils reprennent quoi que ce soit. À mon avis, c'est vraiment pour avoir les assets. Le savoir et intégrer peut-être plus le nouveau produit qu'ils étaient en train de développer. Fusionner comme ça deux mondes complètement différents et garder la compatibilité avec les Pebble, ça sera impossible. À noter que donc toutes les applications étaient des développeurs tiers, donc c'était pas Pebble même qui développait, c'est eux qui développaient juste la plateforme. Donc peut-être que quelqu'un réussira à développer en fait un serveur continuera à utiliser ces applications-là, mais la communauté a perdu toute confiance en Pebble, ça c'est clair. Ils sont très très fâchés envers Fitbit aussi, donc la plupart quand on supporte un projet sur Kickstarter, on voit tous les commentaires des autres personnes qui ont supporté ces projets-là, et tous, mais vraiment tous, ont la haine grave pour Pebble et pour Fitbit, et beaucoup disent on n'achètera plus jamais de produits Fitbit du tout. Je sais pas si ça changera quelque chose. Mais... Non, c'est pas. Mais c'est émotionnel, hein, effectivement. Non, mais c'est vrai qu'ils auraient pu assurer la continuité de ces produits, ne serait-ce que quelques années. C'est ça, question de dire que celui qui vient d'acheter sa Pebble ne se retrouve pas avec un cale-porte, quoi. Surtout qu'on peut pas dire que la campagne n'a pas été un succès. Hein, c'est ça. Non, ils ont été toujours. C'était la première campagne, la campagne record de Kickstarter. Qui avait levé plus de 12 millions de dollars, je pense, quelque chose comme ça. Donc c'était phénoménal, et c'est un peu eux qui ont ouvert la porte à toutes les smartwatches, à l'Apple Watch, à tout ce qui est Google Wear. Donc c'est grâce à eux qu'on a des smartwatches comme ça, effectivement. Mais les gens ont perdu confiance dans ce genre de projet. Donc Kickstarter, parce que voilà, eux ils ont mis de l'argent pour supporter une startup, et cette startup vend son savoir pour beaucoup d'argent probablement, ça on connaît pas les chiffres. Oui, on n'a pas les chiffres. Hein, et qui s'en met plein les poches, c'est le patron évidemment, bien entendu, il a eu l'idée, mais voilà, il laisse un peu tomber toute la communauté qui l'a supporté. C'est dommage, parce que c'était un chouette produit, hein, on avait de cesse de le dire ici. Et je comptais en acheter. Oui, c'est ça, on était tous on attendait tous le bon moment, en quelque sorte. Mais bon, peut-être qu'on a attendu trop longtemps, si on avait acheté plus tôt. Ou pas. Ça aurait peut-être... On aurait bien fait. Oui, c'est ça, peut-être. On ne sait pas, on ne saurait pas.
c'est comme ça. Si vous aussi vous êtes possesseur, ou si vous vouliez être possesseur d'une montre connectée Pebble, ou que voilà, faites-nous savoir comment vous prenez la chose. Hein. N'hésitez pas à le faire savoir. Dites-le haut et fort. On passe à la lettre R. R comme rétro gaming, si vous voulez bien. Et ça, je sais que c'est Bruno qui va nous en parler. Oui. Ça, c'est de fortes chances, Bruno, pour que tu nous parles de Retro Engine Sigma. De quoi s'agit-il donc Oui, donc le rétro gaming, c'est chez moi, effectivement. C'est moi, je suis celui qui apporte un petit peu de jeu dans les technos. Oui. Que je joue beaucoup, mais j'ai pas le temps, mais je m'y intéresse, on va dire, et surtout au rétro gaming. Il y a énormément d'appareils qui se font dernièrement grâce un peu aux grands noms et aux grandes sorties que a eu, par exemple, la Nintendo, la NES classique, qui est complètement impossible à avoir. En fait, elle est écoulée, elle est out of stock partout. Donc, on n'arrive pas à mettre la main dessus, mais il y a d'autres qui ont la même idée. Là, c'est un petit projet sur, enfin petit, un projet sur Indiegogo. Ça s'appelle Retro Engine Sigma. Donc, c'est une console rétro gaming clé en main. Donc, on peut vraiment simplement la brancher à la télé, avoir des contrôleurs USB standards connectés dessus, et on pourra jouer à plein de plateformes, donc comme la NES, toutes les consoles Sega, les consoles Nintendo, les consoles Neo Geo, etc. Donc tout ça sera supporté. Elle est à peine plus grande qu'une main. Le look ressemble fortement à une Mega Drive, Sega Mega Drive en gris, mais toute petite. Juste pour rappeler un peu la forme, mais entre autres, elle intègre un vrai ordinateur à l'intérieur avec un processeur léger, bien entendu, avec une mémoire interne de 16 ou 32 gigas. Elle est à partir de $59, donc c'est même pas très cher. Et il y a un media player intégré, donc quand on la branche à une télé, on peut l'utiliser comme navigateur web ou pour regarder des films qu'on a sur son réseau. Donc c'est une petite solution assez intéressante. Donc il demandait $20 000 de fonds, ils sont déjà à plus de 210 000 $. Donc, voilà, et la campagne tourne encore pendant un mois. Donc si ça vous intéresse, ou si vous voulez simplement un petit boîtier media player pour votre télé, voilà, combiner les deux, allez voir, jeter un coup d'œil à Retro Engine Sigma sur Indiegogo. On le voit de plus en plus, on en avait parlé d'ailleurs ici avec toi, d'une console de ce genre-là, mais qui fonctionnait sous Android. Il y a plein de choses comme ça qui sortent, c'est vrai pour l'instant. Et alors, ce qui est drôle, c'est que quand tu donnes les prix de ces machins, de ces petits ordinateurs, finalement, c'est le prix d'un Raspberry, puisque bien souvent, c'est construit autour d'appareils de ce type-là. Ça fait penser que ces jeux, à un moment donné, les jeux auxquels on jouait, c'était le prix du jeu. Et pas le prix de la console. Et que pour le prix d'un jeu de l'époque, on a aujourd'hui la console et tous les jeux. On a toutes les consoles et tous les jeux qui incroyable, c'est presque magique, je serais tenté de dire. Ça s'adresse pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas adepte du rétro gaming, soyons très clairs. Ça s'adresse à une certaine génération ou alors aux vraiment fans des jeux vidéo. Chez les plus jeunes, ça arrive également. Mais un enfant qui n'a pas encore joué à des jeux vidéo, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas passionné par ce genre de produit. C'est sûr. Si on lui dit que c'est tout neuf, tout récent et que ça vient de sortir, il va sauter dessus. Non, mais si tu n'as jamais joué à un jeu vidéo quand tu es un gamin... Bien sûr. Oui, moi par exemple. Mais ça va jusqu'à des consoles assez récentes. Des consoles d'il y a une demi-douzaine d'années sont déjà bien émulées. Genre PS2 PS2, oui, ça c'est presque la limite pour l'instant qu'ils arrivent à émuler correctement. Donc voilà, ça reste, c'est même des jeux en 3D, donc sans problème. Donc on peut s'amuser toute sa vie avec ce genre de produit. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Le rétro gaming, on en parlera encore ici dans les technos, c'est promis, pendant que le chat de Bruno est en train de déménager son bureau. Déménage la maison. On passe à la lettre S, si vous le voulez bien. S comme sécurité, avec une première info, Xavier, concernant le réseau Tor et l'anonymat sur Tor qui est compromis par un navigateur, Firefox, pour ne pas le citer. Oui. En gros, c'est une faille qui va concerner les utilisateurs de Tor. Pour rappel, c'est ce réseau complètement anonyme, en tout cas censé l'être, qu'on peut utiliser à des fins nobles ou moins nobles. Ce web parallèle, en quelque sorte. Tout à fait.
Et il y a une faille qui concerne le Tor browser qui exploite justement, qui est basé sur Firefox. En fait, c'est une faille découverte dans la gestion de la mémoire de Firefox qui est exploitée via un fichier HTML et un fichier CSS qui va permettre d'obtenir un accès direct à kernel32.dll. Donc il y a la personne qui a découvert ça a posté ça sur la mailing list de Tor et donc il va falloir que Mozilla puisse corriger ça au plus vite. L'exploit envoyait des infos vers une machine d'OVH et qui est évidemment maintenant hors service. Et on sait que la dernière fois qu'il y avait eu ce genre d'exploit, puisque c'est pas la première fois, c'était en 2013, on avait découvert que c'était le FBI qui avait implémenté une telle faille dans le but de démasquer des pédophiles qui utilisaient le réseau Tor. Alors ici, on n'a pas encore de source pour savoir qui a fait ça, mais il n'est pas impossible que ce soit une origine similaire. Donc maintenant, c'est à Mozilla de corriger ça, de patcher ça, et ensuite, il va falloir que ce soit répercuté dans le navigateur Tor browser pour que ce soit corrigé. Donc si vous êtes sur Windows et que vous êtes sur Tor et que vous utilisez le navigateur Tor browser, votre anonymat est compromis. Donc évitons pour l'instant. On attend une mise à jour, un patch ou quelque chose. Donc voilà, c'est bon de le savoir aussi. Enfin, c'est bon. Ça fait partie du décor, entre guillemets, de savoir ce genre de choses. C'est pas plus mal, effectivement. Ça dépend ce que vous y faites, évidemment. Hein. Maman a tort. Chaque fois, je le dis, je sais pas pourquoi. On reste à la lettre S comme sécurité. S comme sécurité pour parler de terrorisme. Cette fois, les réseaux sociaux s'allient donc contre le terrorisme, Xavier. Une initiative qui est pas mal, en effet, de la part de Facebook, Twitter, Microsoft qui va acquérir le réseau LinkedIn et YouTube, qui ont décidé de s'allier pour aider à freiner la propagation du contenu terroriste en ligne. En fait, même s'ils sont concurrents, ils ont décidé de s'allier pour être plus efficaces afin de filtrer le contenu principalement vidéo, images qui est posté sur leur service et qui a attrait qui touche donc au terrorisme. Donc comment est-ce qu'ils vont faire ça? Ils vont créer en fait une base de données commune de hash, donc une empreinte numérique qui permet d'identifier le contenu qui est posté, qu'ils vont consulter pour accélérer le filtrage finalement de ces informations. Donc ceci dit, ils précisent quand même que chaque réseau, chaque entreprise va continuer d'appliquer sa politique et sa définition du terrorisme. Donc ils vont filtrer eux-mêmes et décider de ce qui est filtré ou pas, même s'ils se basent sur cette base de données. Mais ça va évidemment accélérer le processus et le rendre plus efficace. À suivre donc, il y avait également une réflexion concernant les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Ça en fait partie ou pas du tout? Parce que évidemment, on l'a vu avec les élections américaines dernièrement et avec d'autres informations de premier ordre, où régulièrement on se retrouve avec, on voit que les gens se sont tournés de manière très volontaire, entre guillemets volontaire, mais en masse, entre guillemets, vers des informations complètement erronées. Il y a le Pizzagate, par exemple. Je n'ai pas détaillé de quoi il s'agit, je n'ai pas très bien creusé la question moi-même, mais je sais que pour l'instant, ça se bouscule. Il y a plein d'idées qui se bousculent à ce sujet-là, et ce sont de gros faits qui ont été lancés, et là, les réseaux sociaux ont un rôle à jouer. Alors, t'es pas le premier à avoir cette réflexion, en effet. Hein, on sait les débats qu'il y a eu, notamment avec Facebook et l'élection de Trump sur les fake news, etc. Et donc, effectivement, il y a plusieurs personnes qui se sont dit directement « Mais ce serait génial s'ils pouvaient créer une base de données commune pour les fake news. » Évidemment, c'est peut-être plus compliqué parce qu'une image, on sait, ou une vidéo, il y a des éléments qu'on va pouvoir identifier il y a une analyse plus poussée. Tandis que sur une phrase ou une news, il faut déjà un ensemble de mots. Donc, voilà, c'est sans doute un petit peu plus complexe. J'ai vu des gens de bonne foi, sur Facebook en particulier, partager des informations, mais qui étaient complètement... qui n'étaient pas croisées, qui étaient complètement folles, et de bonne foi, parce que c'est un ami qui l'a partagé. On a confiance, on l'a déjà dit, comment ça fonctionne, ce genre de choses. L'ami d'un ami l'a partagé, donc j'y crois, et je partage moi aussi, et c'est comme ça que ça prend des dimensions, mais complètement extraordinaires, et d'un mensonge devient une vérité parce que la majorité l'ont partagé. Et ça, donc avant de partager, vérifiez l'info. Faites un petit peu votre fact-checking personnel et essayez de croiser en tout cas un peu l'information, effectivement,
au minimum pour voir si d'autres parlent de ce dont il est question dans un article de presse ou de pseudo-presse ou autre. On en termine avec la lettre S comme sécurité, Xavier, pour parler de Dailymotion qui s'est fait pirater il n'y a pas tellement longtemps. Effectivement. Donc, ils se sont fait hacker le 20 octobre dernier, donc c'est il n'y a pas très très longtemps. Ça a été révélé de nouveau sur le site, enfin je ne sais pas si c'est révélé, mais en tout cas la base de données et l'outil de recherche permet de le savoir sur le site de Leaked Source, où on va pouvoir vérifier si son compte est compromis. Et ils se sont fait pirater 87,6 millions de comptes. Donc si vous avez un compte sur Dailymotion, on ne peut que vous encourager à aller modifier le mot de passe, mais aussi sur tous les sites sur lesquels vous auriez utilisé le même mot de passe, ce qu'on déconseille, on l'a déjà fait à plusieurs reprises, utiliser un mot de passe différent pour chaque site si c'est possible. Oui. Comme on a l'habitude de le dire chaque fois, au niveau sécurité, de bien choisir vos mots de passe, et comme tu le disais, de choisir des mots de passe différents à chaque coup. Il y a des petits systèmes, mémotechniques, etc. pour arriver à faire cette gymnastique. Moi, je connais aucun de mes mots de passe par cœur. Je me suis fait une petite routine de ma tête et chaque fois que je me retrouve devant un site, et des fois je tape même le truc en pensant « Ah non, là je suis pas inscrit ». Donc voilà. C'est parfois... voilà. Non, mais on le répète souvent, ça peut paraître... Avant on se disait que c'était de la parano, mais maintenant ce n'est plus de la parano. Non, n'utilisez pas un mot de passe. C'est juste du bon sens. Sur tous vos sites. Ça devient vraiment quelque chose de vraiment à éviter. On peut fermer cette page de sécurité une fois de plus. Merci Xavier. On passe à la lettre U. U comme USB-C, Bruno. On va parler d'USB-C en marche, du moins pour Apple et pour Samsung. Oui, on a tous suivi donc l'annonce des nouveaux MacBook qui passent exclusivement à ce connecteur qui encapsule en fait d'autres connexions, bien entendu. Mais là, il y a une annonce du prochain Galaxy S8, donc sera apparemment déjà, il va plus avoir le port jack non plus. Ça c'est quelque chose où on va aller encore un petit peu. Mais il va avoir un port non plus micro USB, mais USB-C. Donc pour la charge, mais pour la connexion donc à des écouteurs éventuellement. Avec l'avantage ici, donc ça sera de continuer à pouvoir charger l'appareil avec l'induction, comme tous les Galaxy ont cette fonctionnalité là. Mais ça montre un petit peu que le marché est en train d'aller vers ce connecteur-là. Il y a un an, quand Apple a lancé le MacBook 12 pouces, on avait du mal à trouver des adaptateurs, des périphériques USB-C. Là, avec deux grands noms qui annoncent, qui vont un peu pousser tous les autres développeurs de produits de périphériques, ça va commencer à devenir le standard à utiliser. Et pourquoi pas le prochain iPhone pourra peut-être passer à ce connecteur-là, vu qu'ils sont passés chez Apple sur le MacBook, quoique on en doute quand même. Voilà, mais voilà. Tous les constructeurs de PC vont s'y mettre aussi à l'USB-C. Donc voilà, c'est le moment d'acheter ou bientôt d'acheter tous ces câbles USB-C pour être nomade et pouvoir charger tous nos appareils. Moi, j'étais relativement réticent, je le reconnais, par rapport à l'USB-C quand on l'avait vu la première fois effectivement sur le MacBook d'Apple, en disant mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce connecteur. Enfin, pas réticent par rapport à l'USB-C pour ce qu'il est, parce que c'est un excellent. Enfin, je pense que c'est un protocole et un format tout à fait innovant et dans l'air du temps et qui fait prendre de l'avance à plein de points de vue. Mais sur les Macs, là, surtout sur le dernier MacBook Pro, quand j'ai vu qu'il n'y avait plus que ça, je me suis dit bon. Et puis j'ai vu une démonstration il n'y a pas tellement longtemps d'un écran. Je pense que c'est un écran Acer qui est USB-C. Et là j'ai vu que on arrive avec son ordinateur, on le pose sur la table, on branche un câble USB-C entre le moniteur et le Mac, et tout passe par là. L'image, le son, l'alimentation. Ah oui, parce qu'il est rechargé par le biais de l'écran. Et au cul de l'écran, il y a d'autres ports, parce qu'il sert de hub en même temps, des ports USB 3, du port audio, un port SD, etc. Et donc, c'est l'écran qui sert de hub pour les autres. Voilà. Je trouve ça plutôt pas mal. Ouais. Moi, j'ai plus qu'une démonstration, j'ai un cas concret. Voilà. J'ai mon épouse qui est de l'autre côté du bureau, là, qui a acheté le nouveau MacBook et elle travaille sur un grand écran. Elle avait un cinéma display Apple qui était compatible avec son MacBook Air précédent.
Du coup, c'est tout à fait un autre connecteur. On a essayé avec des adaptateurs de brancher le nouvel écran un écran en HDMI. Ça ne fonctionnait pas très bien. On va l'avouer. Et du coup, on a acheté un écran USB-C effectivement de très bonne qualité. Et ça, c'est vraiment phénoménal. Ouais. On arrive au bureau, on branche le câble USB-C qui n'a pas de sens. Déjà, c'est une bonne chose. Le câble recharge le MacBook et effectivement, derrière, il y a les ports USB classiques, USB 3, qui permettent de brancher d'autres périphériques qui sont déjà branchés comme les adaptateurs réseau, comme les disques durs portables, etc. Donc tout ça est déjà branché, on branche un seul câble et on ne s'occupe de plus rien du tout. Et ça, c'est vraiment un confort d'utilisation incroyable. Et là, ça démontre donc la puissance finalement de ce câble, je serais tenté de dire. S'il part déjà par les écrans, ça passe comme ça. Demain, ça passera par n'importe quoi d'autre. Et au fur et à mesure, les autres, l'USB 3 et les autres formats, et même peut-être le mini jack, vont être appelés à disparaître au fur et à mesure, mais tout en douceur. Et avec finalement, imaginons, on ne peut pas dire que ce ne soit pas une vraie révolution et un énorme avantage que de n'avoir plus qu'un seul type de câble pour tout. Oui, malheureusement, certains fabricants ne sont pas toujours peut-être ce format. Mais bon, là, en l'occurrence, je pense que Moi, je suis très content avec mon Nexus 5X. Oui, toi, je serais ravi qu'on retrouve plus de chargeurs USB-C dans l'appareil. Je trouve ça plutôt pas mal. À suivre, comme on a l'habitude de dire toujours, évidemment, mais je trouve que c'est plutôt, même si, une fois de plus, là, pour le coup, Apple, comme l'avait déjà dit ici Benoît, des fois il le dit, et puis on se moque un peu, mais il a raison, une fois de plus, sur ce coup-là, c'est que Apple est tout à fait capable d'imposer à un marché une façon de voir et de faire en sorte d'être un petit peu l'accélérateur de cette proposition qu'est l'USB-C. Et donc, c'est plutôt pas mal. Pourquoi pas. Allez, on en est déjà à la lettre W. W comme what the fuck, si vous le permettez. Et c'est Xavier qui va commencer avec une information qui concerne une app pour tout. C'est une app. C'est une app qui prouve qu'il y a une app pour tout, plutôt. Voilà. C'est pas une app pour tout, mais c'est une app qui prouve qu'il y en a bien une pour tout. Alors, ça va contenter les personnes qui ont un doute sur leur fertilité. Ah oui. Donc on va s'adresser à ces hommes qui... Sébastien, si tu nous écoutes. Voilà, qui jusqu'ici devaient se confronter à la petite éprouvette et à cette pièce où ils devaient rentrer tout seuls pendant que l'infirmière les attendait dehors. Ah oui. Et revenir avec un petit échantillon. Eh bien ici, ils vont pouvoir, pour la modique somme de $50, connecter une espèce de loupe qui va se brancher à leur smartphone et qui va leur permettre d'analyser la mobilité des spermatozoïdes, donc la vitesse à laquelle ils se déplacent, qui va les compter, donc avoir le taux de la population, entre guillemets, du sperme. Et en plus de ça, vous allez avoir sur votre écran de smartphone une belle image de vos petits sur votre écran qui est en train de se déplacer. Alors, le site ne dit pas si on va pouvoir partager ces informations avec ses amis sur les réseaux sociaux ou si on va pouvoir prendre des photos. Et, voilà. J'imagine le genre de partage. Tu pousses, sans le faire exprès, tu pousses sur la touche Facebook et tu as un score. Un score, par exemple. Oh, ils sont tous mourus. Donc, c'est comique, mais ceci dit, apparemment, selon des études, ils ont une efficacité. Donc, les tests réalisés ont une validité à 97%. Donc, ça a l'air efficace. C'est pas bête. Enfin, très honnêtement, maintenant... ça doit être plus agréable. Ça doit être plus agréable. C'est plus facile. On peut se faire aider à domicile, du coup. Mais parce que l'infirmière, non. Tu expliques? Non. Eh bien, ça se branche. C'est en USB-C. Non, mais voilà, c'est une application technologique d'un truc auquel... Ça s'appelle Yo Sperm Test.
Merci d'avoir noté. On mettra le lien une fois de plus sur le blog. Ouais, on fera hors série. Hein. Par exemple, on demandera à Sébastien, de nouveau lui. Moi, j'ai pas besoin, j'ai déjà 2 enfants. Oui, ça, t'as rien à prouver. Sébastien aussi. Sébastien aussi. Donc, il faudra que ce soit moi qui m'y colle, du coup. Et, un deuxième pour la course, un deuxième what the fuck avec Bruno. C'est l'histoire d'un vol qui a mal tourné. Oui, c'est un voleur qui a essayé de voler une BMW. Donc, en fait, la propriétaire de la voiture s'est rendu compte qu'elle avait laissé la voiture ouverte et les clés à l'intérieur. Bon, c'est un peu ballot, hein, à 5h du matin. Mais elle a tout de suite appelé le service BMW de conciergerie, qui, à distance, ont localisé le véhicule. Ça, c'est standard. Mais ont simplement enfermé le cambrioleur, le voleur, à l'intérieur du véhicule jusqu'à ce que la police arrive et le prenne donc en flagrant délit. Cette série, c'est sur les BM? Enfin, je sais pas, c'est un service. Oui, c'est un service qui n'est pas très cher, effectivement, et qui vaut la peine et qui ici vont tous son pesant d'argent, effectivement. Donc là, donc, ils ont la possibilité de verrouiller. Je trouve ça quand même un peu dangereux. Ils ont la possibilité de verrouiller une voiture à distance. Oui. Mais ça, les Tesla aussi, par exemple. C'est juste l'inverse de la news qu'on avait fait sur les Tesla, où quelqu'un avait fait une app pour piquer une Tesla. C'est ça, c'est le contraire. Ici, c'est juste l'inverse. Oui, enfin, en même temps, tu es coincé dans ta voiture et qui, je sais pas, par une erreur de manipulation, il te bloque dans ta voiture et il y a, je sais pas, un incendie ou un truc du genre. C'est plutôt... c'est ballot. Ça peut être ballot. Ici, en l'occurrence, c'est bien pour la propriétaire de la voiture, c'est moins bien pour le voleur, évidemment. Ça lui apprendra, connard. Et donc voilà, quoi, c'est plutôt rigolo. Moi, c'est le genre de truc qu'on vous montre en général dans les films des années 80. Hein. Oui, de la science-fiction. Hein, oui, c'est ça, on y revient, quoi. Tu vois, le truc qu'on va te montrer dans un film en disant, regardez, on peut enfermer un type à distance dans sa voiture. C'était donc le deuxième petit what the fuck de la semaine proposé par Bruno. Il y en aura d'autres, mais les semaines prochaines, il faudra revenir pour nous écouter et retrouver les prochains épisodes. Le prochain, ce sera le 103e épisode. On va remercier Xavier d'avoir participé au 102e, ainsi que Bruno. Merci beaucoup. Et on va se dire à très bientôt. Au revoir.